Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. Je suis ravie de partager ce moment de lecture avec vous, comme d'habitude, pour poursuivre Les Illusions perdues, un roman d'Honoré de Balzac. Mais avant de vous parler un petit peu de ce roman, je vous rappelle que cette émission est la vôtre et que vous pouvez à tout moment y participer. Comment? Grâce au hashtag VBN qui s'affiche juste ici en bas de votre écran. Et vous pouvez du coup tweeter, instagrammer, facebooker, faire un peu ce que vous voulez avec les réseaux sociaux pour nous faire parvenir des suggestions de lecture par exemple ou des textes que vous avez écrits. Si vous avez par exemple envie qu'on lise certains de vos textes, eh bien n'hésitez pas à nous écrire et à les envoyer chez D8, 1 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Voilà, on se replonge tout de suite dans Illusions, c'est même pas Les Illusions, c'est Illusions perdues, donc de Balzac. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un roman assez dense, assez conséquent, il est assez épais. Et cette œuvre raconte les aventures de Lucien Chardon. Alors Lucien Chardon, c'est un jeune poète ambitieux, un jeune provincial qui vient d'Angoulême et qui décide de monter à Paris. Alors c'est un roman d'initiation, vous l'aurez compris, et Balzac d'ailleurs, il va y mettre beaucoup de lui-même dans ce roman, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a pas mal de parallèles. Balzac lui aussi est un provincial, même s'il venait de Tours. Et puis on va beaucoup parler, là en ce moment on a commencé le roman, on parle beaucoup d'imprimerie et des affaires et de comment faire fortune dans l'imprimerie. Et il se trouve que le père de Balzac ainsi que son beau-frère se sont lancés eux aussi à un moment dans un business d'imprimerie et ça n'a jamais vraiment abouti. Voilà, et Balzac lui aussi a mis beaucoup d'économies et de fortune personnelle dans l'imprimerie et ça n'a jamais marché. Du coup, il a fait l'inverse, il a écrit des romans et c'est comme ça qu'il a été connu. Et puis Les Illusions, donc Les Illusions perdues, ça décrit beaucoup aussi le monde qui est quand même compliqué, de l'édition, c'est le monde du livre, de la presse, dans lequel Rubempré rencontre plus de déception que de succès. Vous allez le voir. Alors on est encore au tout début du roman, c'est ce que je vous disais, et on parle beaucoup pour l'instant voilà, de ce business d'imprimerie, et on n'a pas encore rencontré notre héros Lucien Chardon. Là pour l'instant, on est avec Jérôme Nicolas Séchard. Et au moment de notre histoire, le père est en train de donner sa fortune à son fils. Et son fils, clairement, il n'en a pas vraiment envie. Donc ils essaient de discuter. Il lui dit « Mais tu sais, moi, l'imprimerie, c'est pas trop mon truc. J'ai pas vraiment envie de ça. Est-ce que t'es bien sûr ?» Et le père lui dit « Bah si, quand même, attends, moi j'ai passé toute ma vie à faire ça. Je peux t'assurer qu'il y a de l'argent à se faire. C'est super, je te lègue toute ma fortune, donc t'as intérêt à reprendre le business. » Voilà, et ils sont en pleine négociation. Donc, je vous laisse le découvrir et je me replonge tout de suite dans la lecture. C'est parti, très bon voyage à vous. « Qu'as-tu fait de tes banques ?» lui dit-il en revenant à la fin pour éclaircir le problème que le silence de son fils avait laissé. « Mais je n'ai pas eu à vivre, n'ai-je pas acheté des livres ?» répondit David indigné. « Ah, tu as acheté des livres ? Tu feras de mauvaises affaires. Les gens qui achètent des livres ne sont guère propres à en imprimer, » répondit l'ours. David éprouva la plus horrible des humiliations, celle que cause l'abaissement d'un père. Il lui fallut subir le flux de raisons viles, pleureuses, lâches commerciales par lesquelles le vieil avare formula son refus. Il refoula ses douleurs dans son âme et se voyant seul, sans appui, en trouvant un spéculateur dans son père que par curiosité philosophique il voulut connaître à fond. Il lui fit observer qu'il ne lui avait jamais demandé compte de la fortune de sa mère. Si cette fortune ne pouvait entrer en compensation du prix de l'imprimerie, elle devait au moins servir à l'exploitation en commun. « La fortune de ta mère ?» dit le vieux Séchard, mais c'était son intelligence et sa beauté. À cette réponse, David devina son père tout entier et comprit que pour en obtenir un compte, il faudrait lui intenter un procès interminable, coûteux et déshonorant. Ce noble cœur accepta le fardeau qui allait peser sur lui, car il savait avec combien de peine il acquitterait les engagements pris envers son père. « Je travaillerai, se dit-il. Après tout, si j'ai du mal, ce bonhomme en a eu.
Ne sera-ce pas d'ailleurs travailler pour moi-même? Je te laisse un trésor, dit le père inquiet du silence. David demanda quel était ce trésor. Eh bien, Marion, dit le père. Marion était une grosse fille de campagne indispensable à l'exploitation de l'imprimerie. Elle trempait le papier et le rognait, faisait des commissions, elle faisait la cuisine, blanchissait le linge, déchargeait les voitures de papier, allait toucher l'argent et nettoyer les tampons. Si Marion eût su lire, le vieux Séchard l'aurait mise à la composition. Le père partit à pied pour la campagne. Quoique très heureux de sa vente, déguisé sous le nom d'association, il était inquiet de la manière dont il serait payé. Après les angoisses de la vente viennent toujours celles de sa réalisation. Toutes les passions sont essentiellement jésuites. Cet homme qui regardait l'instruction comme utile s'efforça de croire à l'influence de l'instruction. Il hypothéquait ses 30 000 francs sur les idées d'honneur que l'éducation devait avoir développées chez son fils. En jeune homme bien élevé, David surait sang et eau pour payer ses engagements. Ses connaissances lui feraient trouver des ressources, il s'était montré plein de beaux sentiments, il payerait. Beaucoup de pères qui agissent ainsi croient avoir agi paternellement, comme le vieux Séchard avait fini par se le persuader en atteignant son vignoble situé à Marsac, petit village à 4 lieues d'Angoulême. Ce domaine où le précédent propriétaire avait bâti une jolie habitation s'était augmenté d'année en année depuis 1809, époque où le vieil ours l'avait acquis. Il échangea les soins du pressoir contre ceux de la presse, et il était, comme il le disait, depuis trop longtemps, dans les vignes pour ne pas si bien connaître. Pendant la première année de sa retraite, à la campagne, le père Séchard montra une figure soucieuse au-dessus de ses échalas, car il était toujours dans son vignoble, comme jadis il demeurait au milieu de son atelier. Ces 30 000 francs inespérés le grisaient, encore plus que la purée septembrale. Il les maniait idéalement entre ses pouces. Mais la somme était due, plus il désirait l'encaisser. Aussi, souvent accourait-il de Marsac à Angoulême, attiré par ses inquiétudes. Il gravissait les rampes du rocher sur le haut duquel est assise la ville. Il entrait dans l'atelier pour voir si son fils se tirait d'affaire. Or les presses étaient à leur place. L'unique apprenti, coiffé d'un bonnet de papier, décrassait les tampons. Le vieil ours entendait crier une presse sur quelques billets de faire-part. Il reconnaissait ses vieux caractères. Il apercevait son fils et le prote, chacun lisant dans sa cage un livre que l'ours prenait pour des épreuves. Après avoir dîné avec David, il retournait alors à son domaine de Marsac en ruminant ses craintes. L'avarice a comme l'amour un don de seconde vue sur les futurs contingents. Elle les flaire, elle les pressent. Loin de l'atelier où l'aspect de ses outils le fascinait, en le reportant au jour où il faisait fortune, le vigneron trouvait chez son fils d'inquiétants symptômes d'inactivité. Le nom de Cointet frère l'effarouchait, il le voyait dominant celui des Séchard et fils. Enfin, le vieillard sentait le vent du malheur. Ce pressentiment était juste, le malheur planait sur la maison Séchard, mais les avares ont un Dieu. Par un concours de circonstances imprévues, ce Dieu devait faire trébucher dans l'escarcelle de l'ivrogne le prix de sa vente usuaire. Pour pouvoir l'imprimerie, voici pourquoi l'imprimerie Séchard tombait, malgré ses éléments de prospérité. Indifférent à la réaction religieuse que produisait la Restauration dans le gouvernement, mais également insouciant du libéralisme, David gardait la plus nuisible des neutralités en matière politique et religieuse. Il se trouvait dans un temps où les commerçants de province devaient professer une opinion afin d'avoir des chalands, car il fallait opter entre la pratique des libéraux et celle des royalistes. Un amour qui vint au cœur de David et ses préoccupations scientifiques, son beau naturel l'empêchèrent d'avoir cette âpreté au gain qui constitue le vrai commerçant et qui lui fait étudier les différences qui distinguent l'industrie provinciale de l'industrie parisienne. Les nuances, si tranchées dans les départements, disparaissent dans le grand mouvement de Paris. Les frères Cointet se mirent à l'unisson des opinions monarchiques. Ils firent ostensiblement maigre, enterrèrent la cathédrale, cultivèrent les prêtres et réimprimèrent les premiers livres religieux dont le besoin se fit sentir. Les Cointet
prirent ainsi l'avance dans cette branche lucrative et calomnièrent David Séchard en l'accusant de libéralisme et d'athéisme. Comment, disait-il, employer un homme qui avait pour père un septembriseur, un ivrogne, un bonapartiste, un vieil avare qui devait tôt ou tard laisser des monceaux d'or? Ils étaient pauvres, chargés de famille, tandis que David était garçon et serait puissamment riche. Aussi, n'en prenait-il qu'à son aise. Influencés par ces accusations portées contre David, la préfecture et l'évêché finirent par donner le privilège de leurs impressions aux frères Cointet. Bientôt, ces avides antagonistes, enhardis par l'incurie de leur rival, créèrent un second journal d'annonces. La vieille imprimerie fut réduite aux impressions de la ville, et le produit de sa feuille d'annonce diminua de moitié. Riche de gains considérables réalisés sur les livres d'église et de piété, la maison Cointet proposa bientôt aux Séchard de leur acheter le journal, afin d'avoir les annonces du département et les insertions judiciaires sans partage. Aussitôt que David eut transmis cette nouvelle à son père, le vieux vigneron, épouvanté déjà par les progrès de la maison Cointet, fondit de Marsac sur la place du Mûrier, dans la rapidité du corbeau qui a flairé les cadavres d'un champ de bataille. « Laisse-moi manœuvrer les Cointet, ne te mêle pas de cette affaire, dit-il à son fils. » Le vieillard eut bientôt deviné l'intérêt des Cointet. Il les effraya par la sagacité de ses aperçus. Son fils commettait une sottise qu'il venait empêcher, disait-il. Mais sur quoi reposera notre clientèle, s'il cède notre journal? Les avoués, les notaires, tous les négociants de L'Houmeau seront libéraux. Les Cointet ont voulu nuire aux Séchard en les accusant de libéralisme. Ils leur ont ainsi préparé une planche de salut. Les annonces des libéraux resteront aux Séchard. Vendre le journal? Mais autant vendre matériel et brevets. Il demandait alors aux Cointet 60 000 francs de l'imprimerie pour ne pas ruiner son fils. Il aimait son fils. Il défendait son fils. Le vigneron se servit de son fils comme les paysans se servent de leurs femmes. Son fils voulait ou ne voulait pas, selon les propositions qu'il arrachait une à une aux Cointet. Et il les amena, non sans effort, à donner une somme de 22 000 francs pour le journal de la Charente. Mais David dut s'engager à ne jamais imprimer quelque journal que ce fût, sous peine de 30 000 francs de dommages et intérêts. Cette vente était le suicide de l'imprimerie Séchard, mais le vigneron ne s'en inquiétait guère. Après le vol vient toujours l'assassinat. Le bonhomme comptait appliquer cette somme au paiement de son fonds, et pour la palper, il aurait donné David par-dessus le marché. D'autant plus que ce gênant fils avait droit à la moitié de ce trésor inespéré. En dédommagement, le généreux père lui abandonna l'imprimerie, mais en maintenant le loyer de la maison au fameux 1200 francs. Depuis la vente du journal aux Cointet, le vieillard vint rarement en ville. Il allégua son grand âge, mais la raison véritable était le peu d'intérêt qu'il portait à l'imprimerie qui ne lui appartenait plus. Néanmoins, il put entièrement répudier la vieille affection qu'il portait à ses outils. Et quand ses affaires l'amenaient à Angoulême, il eût été très difficile de décider qui l'attirait le plus dans sa maison, ou de ses presses en bois, ou de son fils, auquel il venait par forme demander ses loyers. Son ancien prote, devenu celui des Cointet, savait à quoi s'en tenir sur cette générosité paternelle. Il disait que ce fin renard se ménageait ainsi de droit d'intervenir dans des affaires de son fils, en devenant créancier privilégié par l'accumulation des loyers. L'incurie de David Séchard avait des causes qui peindront le caractère de ce jeune homme. Quelques jours après son installation dans l'imprimerie paternelle, il avait rencontré l'un de ses amis de collège, alors en proie à la plus profonde misère. L'ami de David Séchard était un jeune homme, alors âgé d'environ 21 ans, nommé Lucien Chardon, et fils d'un ancien chirurgien-major des armées républicaines, mis hors de service par une blessure. La nature avait fait un chimiste de M. Chardon père, et le hasard l'avait établi pharmacien à Angoulême. La mort le surprit au milieu des préparatifs nécessités par une lucrative découverte, à la recherche de laquelle il avait consumé plusieurs années d'études scientifiques. Il voulait guérir toute espèce de goutte. La goutte est la maladie des riches, et les riches payent cher la santé quand ils en sont privés. Aussi, le pharmacien avait-il choisi ce problème à résoudre parmi tous ceux qui s'étaient offerts à ses méditations. Placé entre la science et l'empirisme, Feu Chardon comprit que la science pouvait seule assurer sa fortune.
Il avait donc étudié les causes de la maladie et basé son remède sur un certain régime qu'il appropriait à chaque tempérament. Il mourut pendant un séjour à Paris, où il sollicitait l'approbation de l'Académie des sciences et perdit ainsi le fruit de ses travaux. Pressentant sa fortune, le pharmacien n'avait rien négligé pour l'éducation de son fils et de sa fille, en sorte que l'entretien de sa famille dévora constamment les produits de sa pharmacie. Ainsi, non seulement il laissa ses enfants dans la misère, mais encore, pour leur malheur, il les avait élevés dans l'espérance de destinées brillantes qui s'éteignirent avec lui. L'illustre Desplein, qui lui donna des soins, le vit mourir dans des convulsions de rage. Cette ambition eut pour principe le violent amour que l'ancien chirurgien portait à sa femme. Dernier rejeton de la famille de Rubempré, miraculeusement sauvé par lui de l'échafaud en 1793, sans que la jeune fille eût voulu consentir à ce mensonge, il avait gagné du temps en la disant enceinte. Après s'être en quelque sorte créé le droit de l'épouser, il l'épousa malgré leur commune pauvreté. Ses enfants, comme tous les enfants de l'amour, eurent pour tout héritage la merveilleuse beauté de leur mère, présent si souvent fatal quand la misère l'accompagne. Ses espérances, ses travaux, ses désespoirs si vivement épousés avaient profondément altéré la beauté de Madame Chardon. De même que les lentes dégradations de l'indigence avaient changé ses mœurs. Mais son courage et celui de ses enfants égala leur infortune. La pauvre veuve vendit la pharmacie située dans la grande rue de L'Houmeau, le principal faubourg d'Angoulême. Le prix de la pharmacie lui permit de se constituer 300 francs de rente, somme insuffisante pour sa propre existence. Mais elle et sa fille acceptèrent leur position sans en rougir et se vouèrent à des travaux mercenaires. La mère garda les femmes en couche et ses bonnes façons la faisaient préférer à tout autre dans les maisons riches, où elle vivait sans rien coûter à ses enfants, tout en gagnant 20 sous par jour. Pour éviter à son fils le désagrément de voir sa mère dans un pareil abaissement de conditions, elle avait pris le nom de Madame Charlotte. Les personnes qui réclamaient ses soins s'adressaient à Monsieur Postel, le successeur de Monsieur Chardon. La sœur de Lucien travaillait chez une très honnête femme, considérée à L'Houmeau, nommée Madame Prieur, blanchisseuse de fin, sa voisine, et gagnait environ 15 sous par jour. Elle conduisait les ouvrières et jouissait dans l'atelier d'une espèce de suprématie qui la sortait un peu de la classe des grisettes. Les faibles produits de leur travail, joints aux 300 livres de rente de Madame Chardon, arrivaient environ à 800 francs par an, avec lesquels ces 3 personnes devaient vivre, s'habiller et se loger. La stricte économie de ce ménage rendait à peine suffisante cette somme, presque entièrement absorbée par Lucien. Monsieur Chardon et sa fille Ève croyaient en Lucien comme la femme de Mahomet crut en son mari. Leur dévouement à son avenir était sans bornes. Cette pauvre famille demeurait à L'Houmeau, dans un logement loué pour une très modique somme par le successeur de Monsieur Chardon et situé au fond d'une cour intérieure, au-dessus du laboratoire. Lucien y occupait une misérable chambre en mansarde. Stimulé par un père qui, passionné pour les sciences naturelles, l'avait d'abord poussé dans cette voie, Lucien fut un des plus brillants élèves du collège d'Angoulême. Et il se trouvait en 3e lorsque Séchard y finissait ses études. Quand le hasard fit rencontrer les 2 camarades de collège, Lucien, fatigué de boire à la grossière coupe de la misère, était sur le point de prendre un de ces partis extrêmes auxquels on se décide à 20 ans. 40 francs par mois que David donna généreusement à Lucien, en s'offrant à lui apprendre le métier de prote. Quoiqu'un prote lui fût parfaitement inutile sauva Lucien de son désespoir. Les liens de cette amitié de collège, ainsi renouvelés, se resserrèrent bientôt par les similitudes de leur destinée et par les différences de leur caractère. Tous deux, l'esprit gros de plusieurs fortunes, ils possédaient cette haute intelligence qui met l'homme de plain-pied avec toutes les sommités et se voyaient jetés au fond de la société. Cette injustice du sort fut un nœud puissant. Puis, tous deux étaient arrivés à la poésie par une pente différente. Quoique destiné aux spéculations les plus élevées des sciences naturelles, Lucien se portait avec ardeur vers la gloire littéraire. Tandis que David, que son génie méditatif prédisposait à la poésie, inclinait par goût vers les sciences exactes, cette interdisposition des rôles
engendra comme une fraternité spirituelle. Lucien communiqua bientôt à David les hautes vues qu'il tenait de son père sur les applications de la science à l'industrie. Et David fit apercevoir à Lucien les routes nouvelles où il devait s'engager dans la littérature pour s'y faire un nom et une fortune. L'amitié de ces deux jeunes gens devint en peu de jours une de ses passions qui ne naissent qu'au sortir de l'adolescence. David entrevit bientôt la belle Ève et s'en éprit, comme se prennent les esprits mélancoliques et les méditatifs. Quand l'amant eut pénétré le secret des espérances que la mère et la sœur de Lucien mettaient en ce beau front de poète, quand leur dévouement aveugle lui fut connu, il trouva doux de se rapprocher de sa maîtresse en partageant ses immolations et ses espérances. Lucien fut donc pour David un frère choisi. Comme les ultras qui voulaient être plus royalistes que le roi, David outra la foi que la mère et la sœur de Lucien avaient en son génie. Il le gâta comme une mère gâte son enfant, durant une de ces conversations où, pressé par le défaut d'argent qui leur liait les mains, il ruminait, comme tous les jeunes gens, les moyens de réaliser une prompte fortune en secouant tous les arbres déjà dépouillés par les premiers venus, sans en obtenir de fruits. Lucien se souvint de deux idées émises par son père. Monsieur Chardon avait parlé de réduire de moitié le prix du sucre par l'emploi d'un nouvel agent chimique et de diminuer d'autant le prix du papier en tirant de l'Amérique certaines matières végétales analogues à celles dont se servent les Chinois et qui coûtaient peu, déjà à l'époque. David, qui connaissait l'importance de cette question, agité déjà chez les Didot, s'empara de cette idée en y voyant une fortune et considéra Lucien comme un bienfaiteur envers lequel il ne pourrait jamais s'acquitter. Chacun devine combien les pensées dominantes et la vie intérieure des deux amis les rendaient impropres à gérer une imprimerie. Loin de rapporter 15 à 20 000 francs, comme celle des frères Cointet, imprimeurs libraires de l'évêché, propriétaire du Courrier de la Charente, désormais le seul journal du département, l'imprimerie de Séchard fils produisait à peine 300 francs par mois, sur lesquels il fallait prélever le traitement du prot, les gages de Marion, les impositions, le loyer, ce qui réduisait David à une centaine de francs par mois. Des hommes actifs et industrieux auraient renouvelé les caractères, acheté des presses en fer, se seraient procuré dans la librairie parisienne des ouvrages qu'ils eussent imprimés à bas prix. Mais le maître et le prot, perdus dans les absorbants travaux de l'intelligence, se contentaient des ouvrages que leur donnaient leurs derniers clients. Les frères Cointet avaient fini par connaître le caractère et les mœurs de David. Ils ne le calomniaient plus, au contraire. Une sage politique leur conseillait de laisser vivoter cette imprimerie et de l'entretenir dans une honnête médiocrité pour qu'elle ne tombât point entre les mains de quelques redoutables antagonistes. Ils envoyaient eux-mêmes leurs ouvrages, dits de ville. Ainsi, sans le savoir, David Séchard n'existait commercialement parlant que par un habile calcul de ses concurrents. Heureux de ce qu'il nommait sa manie, les Cointet avaient pour lui des procédés en apparence pleins de droiture et de loyauté. Mais ils agissaient, en réalité, comme l'administration des messageries lorsqu'elle simule une concurrence pour en éviter une véritable. L'extérieur de la maison Séchard était en harmonie avec la crasse avarice qui régnait à l'intérieur, où le vieil ours n'avait jamais rien réparé. La pluie, le soleil, les intempéries de chaque saison avaient donné l'aspect d'un vieux tronc d'arbre à la porte de l'allée, tandis qu'elle était sillonnée de fentes inégales. La façon mal bâtie en pierre et en briques mêlées sans symétrie semblait pliée sous le poids d'un toit vermoulu, surchargé de ces tuiles creuses qui composent toutes les toitures dans le midi de la France. Le vitrage vermoulu était garni de ces énormes volets, maintenus par les épaisses traverses qu'exige la chaleur du climat. Il eût été difficile de trouver dans tout Angoulême une maison aussi lézardée que celle-là, qui ne tenait plus que par la force du ciment. Imaginez cet atelier clair aux deux extrémités, sombre au milieu, ses murs couverts d'affiches, brunis en bas par le contact des ouvriers qui avaient roulé depuis 30 ans, son attirail de cordes au plancher, ses piles de papier, ses vieilles presses, ses tas de pavés à charger, les papiers trempés, ses rangs de caste et au bout, les deux cages où chacun de leur côté se tenait le maître et le prot. Vous comprendrez alors l'existence des deux amis. En 1821,
Dans les premiers jours du mois de mai, David et Lucien étaient près du vitrage de la cour au moment où, vers 2 heures, leurs 4 ou 5 ouvriers quittèrent l'atelier pour aller dîner. Quand le maître vit son apprenti fermant la porte à sonnette qui donnait sur la rue, il emmena Lucien dans la cour, comme si la senteur des papiers, des encriers, des presses et des vieux bois lui eût été insupportable. Tous deux s'assirent sous un berceau, d'où leurs yeux pouvaient voir quiconque entrerait dans l'atelier. Les rayons du soleil se jouaient dans les pampres de la treille. Le contraste produit par l'opposition de ces 2 caractères et de ces 2 figures fut alors si vigoureusement accusé qu'il aurait séduit la brosse d'un grand peintre. David avait les formes que donne la nature aux êtres destinés à de grandes luttes, éclatantes ou secrètes. Son large buste était flanqué par de fortes épaules, en harmonie avec la plénitude de toutes ses formes. Son visage, brun de ton, coloré, gras, supporté par un gros cou, enveloppé d'une abondante forêt de cheveux noirs, ressemblait au premier abord à celui des chanoines chantés par Boileau. Mais un second examen vous révélait dans les sillons les lèvres épaisses, dans la fossette du menton, dans la tournure d'un nez carré, fendu par un méplat tourmenté, dans les yeux surtout le feu continu d'un unique amour, la sagacité du penseur, l'ardente mélancolie d'un esprit qui pouvait embrasser les 2 extrémités de l'horizon, en pénétrant toutes les sinuosités. Si l'on devinait dans cette face les éclairs du génie qui s'élance, on voyait aussi les cendres auprès d'un volcan. L'espérance y éteignait dans un profond sentiment du néant social, où la naissance obscure et le défaut de fortune maintiennent tant d'esprit supérieur. Auprès du pauvre imprimeur, à qui son état, quoique si voisin de l'intelligence, donnait des nausées, auprès de ce silène lourdement appuyé sur lui-même, qui buvait à longs traits dans la coupe de la science et de la poésie, en s'enivrant, afin d'oublier les malheurs de la vie de province. Eh bien, Lucien se tenait dans la pose gracieuse, trouvée par les sculpteurs pour le Bacchus indien. Son visage avait la distinction des lignes de la beauté antique. C'était un front et un nez grec, la blancheur veloutée des femmes, des yeux noirs tant ils étaient bleus, des yeux pleins d'amour et dont le blanc le disputait en fraîcheur à celui d'un enfant. Ses beaux yeux étaient surmontés de sourcils, comme tracés par un pinceau chinois, et bordés de longs cils châtains. Le long des joues brillait un duvet soyeux, dont la couleur s'harmonisait à celle d'une blonde chevelure naturellement bouclée. Une suavité divine respirait dans ses tempes d'un blanc doré. Une incomparable noblesse était empreinte de son menton court, relevé sans brusquerie. Le sourire des anges tristes errait sur ses lèvres de corail rehaussées par de belles dents. Il avait les mains de l'homme bien né, des mains élégantes, à un signe desquelles les hommes devaient obéir et que les femmes aiment à baiser. Lucien était mince et de taille moyenne. À voir ses pieds, un homme aurait été d'autant plus tenté de le prendre pour une jeune fille déguisée que, semblable à la plupart des hommes fins, pour ne pas dire astucieux, il avait les hanches conformées comme celles d'une femme. Cet indice, rarement trompeur, était vrai chez Lucien, que la pente de son esprit remuant amenait souvent, quand il analysait l'état actuel de la société, sur le terrain de la dépravation particulière, aux diplomates qui croient que le succès est la justification de tous les moyens, quelque honteux qu'ils soient. L'un des malheurs auxquels sont soumises les grandes intelligences, c'est de comprendre forcément toutes choses, les vices aussi bien que les vertus. Ces 2 jeunes gens jugeaient la société d'autant plus souverainement qu'ils s'y trouvaient placés plus bas, car les hommes méconnus se vengent de l'humilité de leur position par la hauteur de leur coup d'œil. Mais aussi, leur désespoir était d'autant plus amer qu'ils allaient ainsi plus rapidement là où les portait leur véritable destinée. Et on verra justement où cette destinée va les amener. Moi, c'est déjà l'heure, donc je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour un nouveau voyage jusqu'au bout de la nuit. Allez, salut!